Bonjour Eugénie. Bonjour René. Ravi de te recevoir. Alors je sais que tes fans, et ils sont nombreux, ceux d'Africa numéro 1, ceux de Vox Africa et aussi ceux d'Afrique d'une seule voix, seront ravis qu'on te reçoive ici sur ce plateau. Alors je sais que l'Afrique d'une seule voix, vous avez un slogan. Si je ne m'abuse, c'est l'Afrique d'une seule voix, enfin une radio qui annonce de bonnes nouvelles. Exactement. Pourquoi ce parti pris ? Parce qu'on dit tellement de choses négatives sur l'Afrique, les Africains, qu'ils soient en Afrique ou qu'ils soient à l'étranger, que je me suis dit, pour changer, il fallait quand même annoncer les bonnes nouvelles. Et je pense que tous les jours, en Afrique et ici dans la diaspora où nous sommes installés, il y a des Africains qui se battent, qui se lèvent tôt, qui font des découvertes, qui apportent leur empreinte à la société où ils ont choisi de s'installer. Il y a des personnes ingénieuses sur le continent africain. Et moi, j'ai choisi avec les 3 personnes avec qui on a créé donc cette radio d'annoncer les bonnes nouvelles. Parce que c'est important, justement. C'est important, quand on se lève le matin, de se dire, OK, il pleut, les trains arrivent en retard, il y a la réforme de la retraite qui a été adoptée, mais il y a quand même des choses qui se passent bien. Et c'est important, justement, de se lever avec de bonnes nouvelles. C'est très important. Et que ces bonnes nouvelles nous accompagnent toute la journée pour nous dire que, même si ça va mal, il y a quand même des choses essentielles. Alors justement dans ce pari, parce que c'est quand même un pari fou, oui, avec les médias qui se créent tous les jours ici en France mais aussi ailleurs dans le monde, tu as pris le pari risqué de mettre avec toi des experts, certes, oui, mais quand même des gens qui ne sont pas journalistes. C'est quand même un pari risqué. C'est pas un pari, c'est pas un pari risqué. C'est tout simplement la droite ligne de là où je viens. Je viens d'un média. En fait, j'ai eu la chance de travailler dans un média africain numéro 1 qui reste quand même le média de référence partout dans le monde et sur le continent africain. Et ce n'est pas un pari risqué parce qu'en fait, je me suis rendu compte à l'occasion d'événements que je couvrais où beaucoup de médias, les gros médias, ne venaient pas en fait assister à des événements organisés soit par des personnalités, soit par des Africains de France. Moi, je pense qu'il est important d'être partout. C'est vrai que les gros médias n'ont pas le temps forcément d'assister à des petits événements, mais c'est dans ces petits événements et dans les gros événements, à condition qu'on ait l'œil affûté justement pour dire mais qu'est-ce qui dans cette assemblée annonce les bonnes nouvelles. Donc c'est important que nous, on aille vers cette personne qui apporte ce qui manque à ce monde en fait. Moi je pars du principe que en fait nous on s'intéresse à la diaspora, à toutes les diasporas africaines dans le monde. Qui sait? Est-ce que tu sais ce qui se passe pour un Camerounais qui est installé, par exemple, au Pakistan? Qu'est-ce qu'on sait d'une Sénégalaise qui est installée à Haïti, en Afrique du Sud? Même en Afrique, il y a des diasporas. Donc nous, on a choisi de nous intéresser à ces diasporas, à cette diaspora africaine et même à ses afrodescendants. Je ne pense pas qu'il y ait une radio qui s'adresse aux afrodescendants. Donc ce n'est pas un pari risqué. Je suis dans les médias depuis très longtemps. Moi, j'excelle dans l'art de trouver les bonnes personnes. Et quand on trouve les bonnes personnes qui répondent à un besoin, et ce besoin, c'est lequel? C'est de continuer à rayonner, de continuer à exister, de continuer à dire nous sommes des conquérants. Moi, je considère que nous sommes des conquérants. Donc, ce n'est pas un pari risqué. Non, c'est simplement une logique. Je ne suis plus africain numéro 1. Il y a des personnes qui me cherchent, qui se disent, mais où est-ce qu'elle est passée? J'ai créé un média qui suit simplement le cheminement qu'aurait dû suivre Africa numéro 1 si elle existait encore. Je parle de la radio justement qui a été créée à Libreville au Gabon, tout simplement. Alors quels sont les écueils quand même auxquels tu fais face par rapport à cette radio, notamment par rapport au fait que ce ne sont pas des journalistes, donc je suppose que tu as dû les former sur le tas et que certains réussissent avec plus de brio que d'autres. Tout à fait. Les écueils, c'est justement de les former rapidement, de leur apprendre à sortir de leur zone de confort. Ce sont des personnes très talentueuses, mais qui n'osent pas. Par exemple, elles n'ont par exemple jamais fait d'émissions sur Facebook, sur YouTube. Donc je les pousse à allez-y. Et ce qui est bien en fait, c'est que justement, elles ne sont pas comme nous qui avons été formatées à être sérieuses, carrées. Non. Elles apportent, et ça c'est ce qu'apportent les nouveaux médias sur les réseaux sociaux, elles apportent leur personnalité, ce qu'elles sont fondamentalement. Et c'est moi ce que je recherche, ce que moi j'ai pas pu faire. C'est-à-dire que moi j'étais
Tu sais d'où on vient. On est carré. Aujourd'hui, tu vas sur ton téléphone portable, tu vois une femme qui s'habille, qui se maquille. Pendant qu'elle parle ou elle fait son maquillage, je trouve que c'est génial. Donc, ce sont ces personnalités-là dont on a besoin parce qu'il faut justement répondre au code des réseaux sociaux. Donc, je pense que le défi, c'est vraiment de les pousser à aller de l'avant parce qu'on n'a pas le choix. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Il ne faut pas que les machines remplacent les humains. Tu vois, les humains seront toujours des humains, Dieu merci. Et quoi qu'il arrive, ce qui doit ressortir en fait de l'humain, de nous en fait, en dehors des machines, c'est qui nous sommes en fait. On est un réservoir. Moi, je considère que les humains et nous, diaspora, nous sommes des géants endormis. Donc moi, j'ai envie de nous réveiller, nous pousser à aller plus loin, à aller de l'avant, parce que à l'extérieur, on doit rayonner. Moi, je dis, à l'extérieur, il faut rayonner. J'ai une émission, mon émission s'appelle Réussir à l'étranger. Donc j'apprends aux gens à comment on fait pour quitter son pays, arriver sur une terre étrangère, inconnue, ok, et à rayonner. Exceller. Exceller, c'est ça en fait. Et pour exceller, ben, il faut faire ressortir ce que l'Afrique nous a donné. Tu vois, et ça, c'est ma mission. Donc, je ne pense pas que ce soit un défi difficile à relever parce que difficile d'un point de vue technique parce que ce ne sont pas des journalistes, mais effectivement, tu as bien expliqué la pertinence de ton choix et le fait que ce sont des experts et que ce que tu recherches, finalement, c'est leur authenticité. C'est ça. Alors, revenons-en un peu à toi et à la femme que tu es. J'ai compris un peu tes motivations, mais j'ai envie de savoir, quand tu te lèves le matin, c'est quoi ton get-up attitude et qu'est-ce qui te motive à te lever et à réveiller tes auditeurs depuis 1988 dès le matin? Ben, en fait, me dire que je suis à la bonne place, me dire que je fais un métier formidable. Tu sais, de rencontrer des gens, de les interviewer, des chefs d'État, comme on le fait quotidiennement, à l'enfant soldat, à la mère de famille qui vont se baigner au bord de la rue, qui élève ses enfants en venant se baigner et qui demain deviennent des technocrates, des gens, des ambassadeurs de l'Afrique. Moi, ça me motive, quoi. Et moi, mon rêve, en fait, c'est de me dire que tu sais, il y a beaucoup de personnes, on quitte notre terre pour venir en Occident. Moi, je rêve, c'est ça qui fait que je me lève le matin. Je rêve qu'on rentre en Afrique et que maintenant les autres viennent s'abreuver de notre savoir. Tu vois, on a un savoir endogène, ancestral, qu'on doit distiller dans le monde entier. Et le temps est arrivé maintenant, en fait, de dire au monde que, OK, vous nous avez mis, nous étions les derniers de la classe. Okay. Maintenant, nous serons les premiers parce que le monde a besoin de nos solutions. Par exemple, j'ai rencontré un député centrafricain, franco-centrafricain, qui a vécu 40 ans à l'étranger, 20 ans d'Allemagne, 20 ans de France. Ben, il dit qu'en Afrique, tu vois, et ça c'est les bonnes nouvelles, nous, on sait comment transformer les ordures en produits industriel. Tu sais, la question de qu'est-ce qu'on fait de ces ordures qu'on jette dans la mer, recyclage. En Afrique, on sait faire ça. Et il y a plein d'autres Africains, en Afrique ou ici, qui ont ces solutions que les Occidentaux cherchent à coups de milliards. Non, nous, on a appris à faire beaucoup avec peu. Et c'est cette ingéniosité-là que j'ai envie de transmettre pour qu'on nous regarde différemment, qu'on se regarde différemment, qu'on soit fier de nous, qu'on se dise « ouais, j'apporte ma contribution au monde, nous apportons notre empreinte au monde ». Il y a quelques années, une personne me disait « mais comment on fait pour être noire, africaine, femme et dirigeant un média en France ?» La question m'a paru incongrue, mais je comprends, parce qu'on pense toujours qu'on nous a convaincus que nous ne sommes pas capables. Nous sommes capables. Donc moi, ce qui me motive le matin, c'est de me dire, je vais aller allumer le géant qui sommeille en chacun de nous pour qu'il puisse rayonner. En fait, moi, c'est ça. Je veux que toutes les personnes avec qui j'entre en relation comprennent que ce sont des géants endormis. Et moi, j'ai juste, à travers une phrase, à travers une action, à les pousser, à dire, vas-y, n'aie pas peur. Un géant ne peut pas avoir peur. Maintenant, il faut savoir qu'on est des géants. Maintenant, il faut les motiver, il faut les allumer, en fait.
J'adore cette expression des géants endormis, je trouve ça vraiment génial. Oui. Alors ailleurs, notamment sur le continent africain, la jeunesse africaine, elle est oui. tout sauf endormie. Ah oui. Au contraire, elle a conscience de la richesse du continent, exactement. Mais elle a aussi conscience du fait qu'on a été pillé et qu'on continue à être pillé. Qu'est-ce que cela t'inspire ? Ça m'inspire que je pense que cette jeunesse-là, ses revendications sont légitimes. Maintenant, peut-être on peut ne pas être d'accord avec la façon que la jeunesse revendique justement sa place. Mais avec le temps, on arrive à se calmer. Mais je pense que la jeunesse est dans son temps, elle est réactive, elle est explosive. C'est normal. Maintenant, la vie, les circonstances se chargent en fait de dire aux jeunes, attention, il y a des codes qu'il faut respecter. On ne peut pas affronter le plus fort que soi sans être armé, sans être assis, sans comprendre l'ennemi, en fait, sans entrer comme un cheval de Troie chez l'ennemi. Je pense que c'est important que la jeunesse ne se contente pas d'être dans l'émotion, d'être dans la revendication, d'être dans la rue, ce qui est normal. Parce que grâce à cette jeunesse, il y a des chefs impopulaires, de mauvais chefs, de mauvais présidents qui ont quitté leur siège. Mais ça ne suffit pas, parce qu'après, il faut préparer le terrain. Pendant que tu es opposant, est-ce que tu es allé sur le terrain pour comprendre pourquoi, par exemple, il n'y a pas de route dans tel ou tel pays? Pourquoi les gens arrivent en retard? Pourquoi les gens ne sont pas motivés? Pourquoi il y a du chômage? C'est bien de revendiquer, mais il faut aussi apprendre de ceux qu'on critique, en fait, de ceux dont on dit que vous êtes nuls, vous n'y arriverez pas. S'ils n'y arrivent pas, ce n'est pas parce que forcément ils ne sont pas bons, c'est parce qu'il y a des circonstances qui font qu'ils n'y arrivent pas. On est parfois notre propre blocage. On est bien sur notre propre blocage. Tu as reçu, dans la même lignée, tu as reçu récemment l'activiste Kémy Séba pour son dernier livre, son essai philosophique. D'abord, est-ce que tu as lu le livre? Je crois que ça s'appelle « Philosophie de la panafricanité fondamentale ». Alors, je ne l'ai pas lu, je l'ai juste, puisqu'il me l'a amené le jour de l'interview. Mais tu sais, j'ai quelque chose de spécial et c'est pour ça que je dis que nous sommes des géants endormis. On a tous des capacités. Moi, il me suffit de prendre un livre, de le lire en 5 minutes et je sais pas, mon esprit ressent la substance qu'il y a dans le bouquin. Parce que j'aime les livres, parce que ce sont les livres qui m'ont construit. Et il a même dit pendant l'interview, mais tu as lu mon livre? Je lui ai dit non, je ne l'ai pas lu. J'ai juste lu quelques lignes et j'ai compris ensuite la logique exactement de son message. Oui, Kémy Séba est emblématique en fait, il est au croisement de ce que l'Occident, que la France notamment, n'a pas compris en fait. Elle n'a pas compris que il y a un moment où il faut arrêter de tirer sur la corde. La France a trop tiré sur la corde. Et à un moment, la corde a cassé. Maintenant, elle en subit les conséquences. C'est malheureux. Et elle construit, pas forcément des monstres, mais des gens qui comprennent le système et qui deviennent après plus forts que le système. La France, ils se sont sentis rejetés, notamment lui. Ils se sont sentis rejetés. Et puis, il s'est construit. Parce que le Kémy Séba d'aujourd'hui, ce n'est pas le même qu'il y a... C'était un chaud bouillant. Il en voulait à la terre entière, il s'est assagi, il a lu, il s'est créé une étoffe et aujourd'hui il fait trembler l'Occident. Je dis tant mieux, mais il faut faire attention à, quand on a du pouvoir, à savoir comment jouer avec ce pouvoir-là. Parce qu'il peut te détruire ce pouvoir-là. Je sais qu'il a des velléités, bon, je ne suis pas là pour en parler, mais il faut faire attention à ne pas reproduire justement ce que tu reproches aux dirigeants que tu critiques et même parfois que tu insultes. Pourquoi tu dis qu'il doit faire attention? Est-ce qu'il y a des actes qu'il a posés? Il faut pas que le pouvoir lui monte au cerveau. Parce que tu sais, le fait d'avoir une cour à qui on dit ah oui, ce que tu dis c'est génial, ah c'est beau, ah c'est bien, tu es notre sauveur. Même quand tu as la tête sur les épaules, ça peut te donner l'impression que tu es le maître du monde. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Tu vois, par exemple, ce qui s'est passé avec le Dalai Lama. Tu vois, on est juste des humains, en fait. On est des géants, mais on est des humains. Peut-être des géants aux pieds fragiles. Exactement. Tu vois,
l'ego, on a un ego. On pense qu'on est le maître de l'univers. En fait, on ne l'est pas. Et ça veut dire en fait que Dieu nous donne un potentiel. On est à l'image de Dieu. Mais il faut faire attention. Nous ne sommes que des humains. Pouvoir l'utiliser à bon escient. Exactement. Donc en fait, tu dis juste au petit frère, tu as tout ce qu'il faut, mais il faut que ça soit mesuré. Le président Macky Sall disait, pas de troisième mandat. Il va sûrement... Pourquoi? Parce qu'il a été aussi aux prises avec tu es le plus fort, tu es le plus grand, tu es le plus beau. Et puis quand quand on est encensé, quand on est président, quand on a le pouvoir sur les autres, c'est grisant. Et il faut savoir justement couper avec ce sentiment de toute puissance. Ça, c'est très difficile. Tu penses que Kémy Séba a l'étoffe aussi d'un futur chef d'État, à condition qu'il arrive à trouver ce juste milieu dont tu parles? Justement, parce que l'histoire nous enseigne que ces personnes que le peuple a mis au sommet, la personne les a bien souvent déçus. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir rester humble. Il faut savoir rester humble, rester droit dans ses bottes. C'est pour ça qu'il faut savoir s'entourer de bonnes personnes. Moi, je me rappelle, quand j'ai été nommée directrice des programmes, j'ai dit à ma meilleure amie, Georgette, Africa numéro 1, j'ai dit à Georgette, le jour où tu me vois avoir la grosse tête, s'il te plaît, mets-moi des menottes, tu me fais asseoir, tu me dis, fais attention. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Parce que le pouvoir, c'est grisant, le pouvoir, c'est le pouvoir. Mais quand tu ne sais pas jouer avec le pouvoir... Le pouvoir rend fou, le pouvoir absolu rend absolument fou. Exactement. On va juste finir sur une note de livre. Oui. Donc pour finir, comme Kémy Séba nous parlait aussi avec sa philosophie panafricaniste, quel est actuellement ton livre de chevet? Actuellement, la Bible. Avant, je ne lisais pas la Bible et puis j'ai redécouvert la Bible. Alors que je lisais beaucoup des livres, comme beaucoup de chefs d'État, Machiavel, pour comprendre un peu la nature humaine, surtout dans le domaine politique, la Bible. Pourquoi tu avais des velléités politiques? Certains m'en prêtent. On me dit, mais pourquoi tu ne ferais pas de la politique? Bon, ça, je ne sais pas. Mais pour le moment, je suis bien là où je suis. Non, mais c'est pour comprendre aussi. Parce que finalement, la politique, c'est aussi l'art de s'imposer. Hein, c'est un combat quotidien, imposer ses idées, imposer ses actions, savoir sortir grand d'un combat, c'est-à-dire d'un débat d'idées, d'un combat d'idées. Une personne, j'ai une haut potentiel. HP. Ce sont des gens, en fait, ils n'ont pas besoin, parfois on n'arrive pas à expliquer qu'on a la solution. C'est-à-dire que on voit les gens discuter, ils se bagarrent, c'est dur, mais qu'est-ce qui se passe? Et toi, tu sais que tu as la solution. Et j'ai souvent montré ça auprès des différents patrons que j'ai eus dans ma vie. Et j'arrive et je dis juste une phrase, je dis, il faut faire ça. Et c'est réglé. C'est-à-dire un problème qu'ils ont depuis 15 ans, 20 ans. J'arrive, en plus je suis une femme, dans un univers d'hommes. Mais non, il faut faire ça. Et ça marche. Tu vois? Donc la Bible, en fait, ce qui est bien avec la Bible, c'est que la plus grande puissance, c'est l'amour. Et Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. En fait, quand tu commences à comprendre ça, tu dis, mais comment quelqu'un qui est le Fils de Dieu, il arrive dans la ville même pas un cheval, en fait, sur un âne, alors que c'est le Fils de l'Éternel, du Dieu qui a créé le monde. Tu vois, donc on peut être dans sa toute-puissance et être au niveau des hommes. Et ça, je pense que c'est important. Moi, je ne peux pas, face à un ennemi qui est à terre, lui donner le coup de grâce. Non. Je veux garder de la hauteur, je veux me rappeler que c'est un humain, même s'il m'a fait des choses qui m'ont peut-être détruite, mais il ne peut pas me détruire. Je veux garder cette puissance, justement, du pardon. Cette maîtrise aussi. Tout à fait, tout à fait. Et la Bible, c'est mon livre de chevet, mais il y en a d'autres. Oui. les livres qui m'ont marqué, à ton avis, qu'il faut lire. La rue Cazenègre, Jean de Palissy, Joseph Joubert. Alors, je te jure, quand j'ai lu ce livre-là, j'ai compris, et je l'ai lu quand j'étais en Afrique, j'ai compris, en fait, la condition de l'homme noir. Je dis, waouh!
Et j'ai aussi vu dans l'amour de ce jeune garçon pour sa grand-mère, comment les femmes étaient les poteaux-mitants, étaient des bâtisseuses, étaient... Exactement. C'est vrai que c'est l'expression qu'ils utilisent dans Tilly, voilà. poteau-mitant. Voilà. Et puis il y a un livre que je conseille à la jeune génération de lire. C'est un livre d'un Français, Olivier Roland, que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Et son livre s'appelle « Tout le monde n'a pas la chance d'avoir raté ses études ». C'est pas mal ça. Oui. Et il donne des outils techniques sur les réseaux sociaux pour gagner sa vie sur les réseaux sociaux. Et c'est l'avenir en fait. C'est intéressant parce que ça veut dire que quelque part, on n'a pas à être dans des cases. Non, on peut réussir pas du tout. autrement, on n'est pas tous obligés on est des hauts potentiels, donc on peut réussir partout, avec ou sans diplôme. Le diplôme, c'est important. Mais quand on a la chance d'avoir raté ses études, pardon, de ne pas avoir eu le bac, mais la vie continue. Tu sais, il y a plein de gens au Gabon, en Afrique, qui se disent que si j'ai raté mon bac, ma vie est fichue. Non, moi j'ai raté mon bac, je n'ai pas vu le refaire. Je suis passé par d'autres chemins et je suis arrivé là où je voulais arriver. Tu vois, donc ne pas perdre le but et savoir pourquoi on est sur Terre, quelle est notre mission de vie en fait. Et moi je l'ai toujours su. Depuis que j'ai l'âge de 4 ans, je pense que je me suis dit, moi je vais être une grande dame. Et j'y suis arrivée, sans me compromettre, on peut tous y arriver. Merci beaucoup, c'est une belle parole et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup de m'avoir reçu.